Le sujet qu'on va aborder dans cette dernière partie, rassurez-vous, on arrive jusqu'à la fin, ce sont les BRICS, la façon, ce qu'ils sont et la façon dont ils ont accéléré leur expansion ces derniers temps. Non, merci le temps Mossad. Donc, on va commencer d'abord par une explication Mhm. de ce que sont les BRICS. Je ne sais pas si vous connaissez dans le chat. On va faire un petit rappel, une petite vidéo explicative de manière à ce qu'on centre après le débat. Alors, on remet au début et c'est parti. BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. 5 pays qui veulent rééquilibrer à leur avantage la géopolitique mondiale. Ce ne sont pas les BRICS qui ont inventé les BRICS. Au début des années 2000, Jim O'Neill, économiste d'une banque d'affaires américaine, observe la croissance et les perspectives de croissance de 4 pays. Brésil, Russie, Inde et surtout Chine. C'est lui qui réunit leurs initiales sous l'acronyme BRIC, en estimant qu'un jour ces économies pourraient rivaliser avec celles du G7, le groupe des 7 pays les plus industrialisés. Cette idée, les pays concernés se l'approprient progressivement et ils commencent à y réfléchir en termes de géopolitique, si bien qu'un premier sommet des BRICS est organisé par la Russie en 2009. Puis les BRICS deviennent les BRICS en 2010 avec l'arrivée d'un pays africain, l'Afrique du Sud. On associe souvent les BRICS à deux autres notions, celle d'un Sud global et celle d'une désoccidentalisation du monde. Que pèsent les BRICS ? Si on additionne les populations des 5 BRICS, on arrive à 3,2 milliards d'habitants, c'est-à-dire plus de 40% de la population mondiale, alors que le G7 représente seulement 10% de la population mondiale. Parmi les BRICS, on compte 3 puissances nucléaires et 2 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, Chine et Russie. Le poids économique des BRICS a-t-il rattrapé celui du G7 ? Oui, selon certains calculs. 2023 serait l'année où le produit intérieur brut cumulé des BRICS a égalé, voire dépassé celui du G7. Mais il y a de fortes disparités au sein des BRICS entre la deuxième économie mondiale, la Chine, et le Brésil ou l'Afrique du Sud, par exemple. Alors, que veulent les BRICS ? Ils estiment ne pas être représentés à leur juste valeur dans les arènes internationales. Le FMI, la Banque mondiale, le Conseil de sécurité de l'ONU. Ils demandent un rééquilibrage. Ils contestent un ordre géopolitique mondial qui, selon eux, reste dominé par l'Occident. Cela a des conséquences géopolitiques concrètes. Aucun pays des BRICS n'a condamné l'invasion russe de l'Ukraine. Les BRICS travaillent aussi à construire leurs propres institutions, comme leur banque de développement, qui est dirigée par Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil. Mais les BRICS ne sont pas d'accord sur tout. Ils ne forment pas un bloc. Ils ne sont pas tous en confrontation avec l'Occident. C'est ce qu'ont montré les récents déplacements du Premier ministre indien Modi, qui a été très chaleureusement accueilli à Washington et à Paris. Tous ne sont pas d'accord sur l'intégration d'autres pays à ce groupe. Qui sont les candidats ? Plus de 20 pays ont demandé formellement à rejoindre les BRICS. On peut citer l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Indonésie. On parlerait alors de BRICS+. Le 15e sommet des BRICS, août 2023, Johannesburg, Afrique du Sud, sommet particulièrement délicat à organiser, puisque l'Afrique du Sud est membre de la Cour pénale internationale, et qu'à ce titre, elle aurait dû arrêter le président russe Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt de la CPI. Celui-ci a préféré ne pas se rendre au sommet. Donc, ça introduit bien le débat sur ce qui s'est passé précédemment. Donc, il y a la question qu'il faut se poser, c'est du point de vue européen, BRICS opportunité ou crainte Opportunité aux menaces. ou menace. Mhm. Euh, Parce qu'avant, il y avait le bloc économique occidental qui dirigeait de façon presque. On ne met pas sans doute que l'Amérique et son économie menaient la barque avec tout le monde. Mais le BRICS, c'est un nouveau bloc économique qui s'est formé assez vite. Au départ, c'était juste une idée, comme c'était souligné justement, intellectuelle, mais ça a été très vite concrétisé, où il s'allie sur les questions économiques pour pouvoir défier l'ordre occidental tel qu'il a été établi depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, l'Europe, qui, elle,
assez rallié au bloc économique occidental et à son mode de fonctionnement? Doit-elle s'inquiéter pour le BRICS ou est-ce qu'il y aura juste un nouveau tremplin à saisir? Donc, on va revenir directement sur les événements. En fait, les BRICS, cela fait déjà un long moment. C'est un projet. Mhm. C'est un projet alternatif à l'ordre mondial qui est déjà établi. Au départ, c'était ça. Oui. Puis, l'Ukraine est arrivée. Les incidents en Ukraine ont dû forcer d'une certaine façon, ont été un genre de catalyseur. Et ça a obligé une réaction de la part des BRICS, car le R du BRICS, c'est la Russie, justement. Et la Russie était rattachée à tous ces pays qui, eux, n'étaient pas forcément anti-occidentaux, mais n'étaient pas pro-occidentaux pour la plupart. Et le passage de la guerre en Ukraine, sa concrétisation par l'attaque directe du territoire, pas juste la Crimée comme il y a 7 ans, mais le territoire direct de l'Ukraine, ça a forcé, on a obligé, le bloc occidental a obligé des gens à se positionner. Vous êtes pour ou contre l'Ukraine, par extension l'Amérique et son modèle économique. Donc, on a une carte ici qui représente justement les prises de position mondiales, justement, concernant l'invasion russe au moment du début du conflit. C'est une source de Statista, donc le fameux site de statistiques. Hein, c'est une source officielle. On peut remarquer, vous voyez ici, bon, ce qui est un peu bizarre sur cette carte, c'est qu'ils ont mis l'Ukraine comme position pro-russe. C'est ce que je conteste sur cette carte. L'Ukraine, la Biélorussie. Alors, de la carte. Ah oui, effectivement, autant pour Ce moi. qui est étrange, c'est que sur cette carte, ils aient mis et la Russie et l'Ukraine. Ils auraient dû les laisser en blanc. Ne se prononcent pas, ou alors leur avis n'importe pas sur les positions qui sont pro-russes. Les Russes sont pro-russes, les Ukrainiens sont pro-ukrainiens. Oui, mais en fait, ils l'ont mis en fait en couleur neutre, on va dire, pour signifier que ils prennent pas de position, même s'ils ont une position. Donc on connaît. Les États africains qui font l'objet d'instabilité gouvernementale, dirons-nous. Actuellement, on peut revoir ceux qui ne se prononcent pas. On voit l'Algérie. On voit toute la partie d'Afrique noire. Justement qui est dans les problématiques actuelles avec notre cher président. Le problème de la réaction de Macron, c'est qu'il a poussé directement ces pays directement dans le bras des BRICS. Moi, c'est mon interprétation des choses, je sais pas pour toi. Je pense plutôt que les BRICS leur ont fait les yeux doux pendant assez longtemps. Ils Oui. leur ont proposé une alternative. Quand Macron est venu, ils ont dit non, c'est plus la peine avec Macron, essayons autre chose. Il faut dire que la Chine investit très bien en Afrique. Oui, elle investit très bien. Elle investit justement dans les positions stratégiques. Russie, un aéroport, un port. Elle investit de l'argent, alors que la Russie, par exemple, via le groupe Wagner, elle ordonnait très bien. Le groupe Wagner, qui est connu ici en Europe pour justement servir de bras armé à la Russie, en Afrique, servait par exemple à la formation de certaines unités policières ou de l'armée, à l'encadrement de certaines frontières, et là où passait le groupe Wagner, en plus, ça débloquait des marchés sur les diamants ou les ressources naturelles. C'est pour ça, c'est la Russie mélangeait à la fois le côté armé et économique. Alors que la Chine, elle a tout simplement investi son argent et son surplus dans l'Afrique et s'est construit des bases intéressantes, des bases économiques. Des bases économiques où ils créent une forme de dépendance justement aux BRICS. Donc en fait, c'est de toute façon... La France ne suivait pas. La France ne suivait pas en fait, elle se laissait damer le pion, comme on dit. Elle se faisait damer le pion, sans réaction. Là où elle n'investissait pas dans l'Afrique, en fait. Concrètement, elle avait une position quand même malgré tout de garder quand même l'Afrique sous une forme de tutelle. On pensait que la langue suffirait, que l'Afrique francophone suffirait. Et du point de vue des Chinois, ça reste une tutelle, mais je pense que les Africains n'ont pas encore compris, en fait. C'est une autre forme de tutelle. Ils le voient très vite. Les Africains ne sont pas dupes sur certains points et ils l'ont très vite remarqué. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas accepté.
Donc, on peut continuer. On voit notamment aussi les pays d'Amérique latine. Euh, on voit l'Inde, hein, forcément, Mhm. historique. La Russie, la Chine. Et après, on voit le bloc. Et indirectement, je pense que la pire erreur qu'ont fait les Occidentaux au Mhm. début de cette guerre, ça a été les sanctions russes, Les sanctions économiques. les sanctions économiques. Je Mhm. pense que c'est vraiment la chose qui a fait qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Mais parce que tant qu'on était lié à l'économie russe, on pouvait faire une sorte de chantage. Alors que quand on coupe totalement les ponts, la personne est obligée de se débarder d'elle-même. Non, surtout que en faisant par exemple la France en gelant les avoirs russes sur les maisons des Mhm. milliardaires russes, les avoirs, le blocage de comptes. Oui. En fait, bon, même si on sait que l'oligarchie russe, elle est accoquinée avec le pouvoir russe, bon, c'est un secret de polichinelle, je pense que tout le monde le sait. Euh, Pas de manière officielle, mais bon, ça, c'est des bruits de couloir, quoi, on va Mhm. dire ça comme ça. Euh, on voit par là que ça envoie un message au monde, c'est vous pouvez nous mettre l'argent, si on décide d'être contre vous, on vous pique votre argent. Mhm. Donc en fait, ce qui fait que l'Europe devient une terre où en fait, ça va devenir compliqué d'investir. On ne sait pas, tu vois, en fonction de telle politique, Mhm. est-ce que je peux y mettre mon argent ou pas? Parce que Parce que c'était la politique. faut voir les Qataris, faut voir le marché asiatique, Mhm. faut voir tous ces pays-là. Euh, Ça fait office de jurisprudence d'une certaine façon. Oui. Et d'ailleurs, quand ils ont voulu étendre ça à la Biélorussie, c'était la... ils ont ouvert la boîte de Pandore. Oui, c'est ça, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Après, bon, on apprécie ou on n'aime pas le média, on apprécie ou on n'aime pas RT France, Spoutnik, ou Mhm. ces radios effectivement financées par l'État russe. Mhm. Euh, C'est parce qu'ils pensaient que l'Occident n'était pas Qu'est-ce qui préparé. définit en fait, qu'est-ce qui légitime la doxa par exemple de BFM TV et la doxa de RT France? C'est parce qu'ils pensent que la France, Hum. les Français en tout cas, ne sont pas armés contre la propagande russe. Non, je pense que les Français comprennent quand même des choses. Enfin, mais ça, c'est encore un Oui, autre non, débat, tu vois. ils peuvent penser. Mais en haut lieu, on pense que non, que les Français ne sont pas assez intelligents pour pouvoir faire la part des choses. Donc, à défaut de leur Mais dire on a, pensez, on leur dit vous ne verrez pas ça. bah, en fait, finalement, ça montre une réalité aussi, tu vois. Mhm. D'une certaine façon, euh, ça veut dire qu'ils sont dupes aussi avec BFM. C'est qu'ils ont conscience que leur propre propagande est efficace. Oui, ils ne sont pas dupes, mais ils sont conscients de leur propagande. Et ils la revendiquent pas en tant que propagande. Ils disent que c'est de l'information, mais c'est propre de toute propagande. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le bloc occidental, l'économie, l'armée, la politique, c'est un gros mélange, et on ne peut pas faire de l'économie sans faire de la politique. Là où les BRICS, eux, essaient de rebattre les cartes en disant on fait de l'économie ensemble, par contre, si vous avez des conflits internes, nous, on s'en fout. On veut juste faire de l'argent, on veut faire une opposition à l'Occident, Euh, économiquement. et puis euh, Là où quand on reçoit par exemple de l'investissement de l'Amérique, on est obligé de se plier à une forme de sa politique, une partie de son discours. oui. Alors que ça, quand le BRICS maintenant investira quelque part, il fera ça sans condition. Ah, après ça, tu vois, ça c'est encore un autre point de vue, c'est que tu vois, du côté, on va dire bloc USA-Europe, on est vraiment sur la monnaie unique. Mhm. C'est le désir de monnaie unique. Le dollar est au-dessus, mais après il y a l'euro. Mais en gros, on veut faire en sorte que l'euro et le dollar finalement soient la même chose. Un euro-dollar universel. L'euro-dollar universel. Mhm. Euh, Là où le choix des BRICS est justement différent, c'est que eux ne font pas le choix de la monnaie unique. Mhm. Ils font le choix d'une monnaie commune, ce qui est Mhm. très différent. Il faut faire la distinction entre monnaie unique et monnaie commune. La monnaie unique fait que vous avez tous la même monnaie. La monnaie commune fait que sur votre marché interne, vous avez votre monnaie, mais pour les échanges internationaux, vous avez aussi un point de référence. Et
deuxième point important qu'il faut aussi voir sur la différence entre l'Europe USA et les BRICS, c'est que les BRICS reviennent à un vieux procédé qui s'appelle l'étalon or. Vieux procédé américain qui a été abandonné dans les années 60, me semble-t-il. Enfin, le procédé n'est pas américain. Plusieurs pays avaient recours Oui, à mais l'étalon or. mais comme le dollar était à l'époque le leader, Et c'était ça a marqué été dessus. repris. Voilà. Après, progressivement, il y a eu un abandon de cette monnaie-là pour revenir justement à ce qu'on connaît actuellement, l'easy money. C'est-à-dire fabriquer de l'argent qui n'existe pas en faisant marcher la planche à billets. Ce qui crée actuellement l'inflation qui se passe actuellement. Tout simplement, enfin, c'est la conséquence. La cause, c'est ça. Oui. La conséquence, c'est l'inflation. Là où les BRICS vont s'assurer de cela, et ce qui va faire du bien, parce qu'en fait, ça va forcer le bloc Europe-USA de changer de cap. Puisque la monnaie, on va expliquer ça après, mais la monnaie que les BRICS veulent essayer de mettre en place va être corrélée sur l'or. Et en étant corrélée sur l'or, il ne sera plus aussi volatile que les $. Il sera plus aussi volatile que le dollar. Et surtout, ils ne pourront plus faire marcher la machine à billets. Parce que s'ils la font tourner, ils affaiblissent l'euro-dollar. Parce qu'ils veulent revenir à de la production de richesse concrète, pas spéculative. Voilà. Ils veulent réassainir l'économie. Et en ça, tu vois, je pense que... À leur profit, dans ce sens-là. À leur profit. Et en ça, tu vois, je trouve que c'est quand même... ça peut être une belle opportunité parce que ça va forcer forcément du côté européen ou états-unien un recentrage et se réinventer. Donc, on va regarder les sanctions. Là, ça reprend concrètement les fameuses sanctions qu'on vous avait dit précédemment contre les Russes, qui fait que, en fait, ça garantit... Les investisseurs vont être de plus en plus frileux à vouloir investir sur les États-Unis ou sur l'Europe. Sauf si, effectivement, ils sont issus de ces milieux économiques. Là où ils estiment qu'ils ne vont pas s'attaquer l'un à l'autre. Non, parce qu'ils savent aussi que la voile tourne en politique. Oui. C'est ça, en fait. Si l'argent que vous investissez, si vous n'êtes pas dans les petits papiers de la doxa dominante occidentale, on peut vous le geler, on peut vous le retirer, on peut vous l'annuler. Et c'est ce qui est passé à la Russie, pour des raisons évidentes. Aussi, la Biélorussie, parce qu'elle avait abrité une partie de l'armée russe. À l'Iran, c'est ça, si je me souviens, parce qu'ils fournissaient les drones pour la Russie. L'Iran faisait du commerce d'armes, un petit peu comme la France ou comme les États-Unis, etc. Mais comme elle le faisait de la mauvaise façon, on a pu s'en prendre à eux aussi par des sanctions économiques. Je vois, attends, je regarde dans le chat, il y a eu quelques petits commentaires. Si leur projet se confirme, on aura une grosse opposition économique à l'Occident. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on passe d'un système globalisé, un seul marché unique, parce qu'en fait, c'est la vision. De toute façon, on est sur la monnaie unique, le marché unique. Oui. Et ça crée de la concurrence. Et finalement, c'est pas ce que l'Europe elle a toujours voulu, d'avoir de la concurrence. On aura bas, il faut libérer la concurrence. Mais là, c'est ce qu'elle a toujours dit. Voilà. Ce qu'elle a toujours dit. L'économie va tomber selon Bruno Le Maire. Si Bruno Le Maire l'a dit, on ne peut pas s'opposer. C'est un cas d'or. D'ailleurs, qui sait ce qu'il dit et quand il le dit. D'ailleurs, si vous voulez entendre notre cher Bruno Le Maire, nous vous invitons, pour ceux qui sont encore présents dans le chat, à follow la chaîne et vous verrez une petite surprise. Il y a Bruno Le Maire qui a un petit message à vous annoncer. Le déclin de l'Ouest. Vous pensez que c'est le déclin de l'Ouest donc? Non, enfin, je sais pas pour toi. Moi, je pense que c'est une opportunité de se réinventer et de peut-être uniformiser. De se réinventer en tant qu'Ouest ou se réassigner? Tu as écrit un livre? Non, il parle de Bruno. Oui, je sais. Alors, rééquilibrage pendant un certain temps, mais comme dans toutes les histoires, si une civilisation, si un groupe, si un pays arrive à un pic de popularité, il est normal qu'il décline ensuite. Si le bloc occidental a mené la barque pendant un certain temps, forcément va arriver un moment où ce sera plus lui le leader.
La Chine a rapidement dépassé les États-Unis sur certains points. En s'alliant avec les bonnes personnes, les BRICS font concurrence à l'Occident. C'est un petit peu le Goliath chinois contre le Goliath américain, mais qui est personnalisé par le BRICS contre le G7. Donc voilà, on revoit là les sanctions contre la Banque centrale de la Fédération de Russie. Donc le fait de geler les avoirs et de les garder dans les coffres ne garantit vraiment strictement plus l'investissement. En fait, enfin, ça donne Oui. pas, ça ne favorise pas l'investissement. C'est une raison pour laquelle peu de gens investissaient au départ dans certains pays de l'Amérique latine, parce qu'il y avait eu foule de putsch là-bas à une époque. Donc ça a gelé les envies d'investissement pendant un certain temps. L'Europe de l'Est a connu ça aussi pendant un certain temps, lorsqu'elle est sortie du bloc soviétique. Les gouvernements étaient instables, donc on n'investissait pas. Ça va être le même phénomène pour l'Afrique. Pour la partie qui maintenant est secouée par les putschs, il va y avoir un recul des investissements pendant un certain temps. Puis, dès qu'il y aura un feu, un coup de feu qui sera donné, enfin plutôt un coup d'envoi, tous les investisseurs vont se jeter au même moment sur ces pays-là, et probablement que les BRICS, eux, vont rafler la mise. Je suis pas forcément convaincu que ça ferait de l'investissement, par contre, en Afrique. Pas tout de suite. Mais quand ça va commencer, quand il y aura les premiers signes de stabilisation, Oui. là, ça va partir. Et ça va être une autre déstabilisation, mais cette fois-ci économique. Toi, tu penses que ça viendra en d'un coup? Je pense que dès qu'il y aura quelqu'un qui trempera son doigt dans l'eau, les autres vont essayer de plonger avec lui. D'accord. Donc là, je pense que la Russie, qui elle, via, pas le groupe Wagner, qui maintenant n'est plus exactement ce groupe-là, mais via les anciens réseaux russes ou les réseaux chinois actuels, c'est eux qui vont avoir oui, le bénéfice de tout ça. le bénéfice. Ils sont déjà dans la place. Oui, ils sont là déjà où dans on la évacue place. la France et toute l'Europe. Donc là, on arrive sur cette info qui est sortie. Bon, on pense, selon Adam et moi, on pense que c'est de la propagande asiatique, mais c'est très difficile d'avoir de la documentation sur les BRICS, puisque l'Europe est assez frileuse. Elle sait pas trop comment elle va attaquer ce morceau, qui risque d'être un gros morceau, je pense. C'est la politique de l'autruche. Qui va bouleverser de toute façon le cycle économique. Et ici, on peut voir que, par exemple, il a été publié le nouveau billet de 100 BRICS, qui a été validé par un responsable d'Afrique du Sud pendant la dernière conférence, le dernier sommet qui a eu lieu en Afrique du Sud, justement. Le fameux sommet que j'ai parlé plus tôt, où Macron avait voulu être invité et qui s'est fait humilier. Et où Poutine, qui n'avait pas le droit d'y aller, a fait en visioconférence. Voilà. Donc, on voit dessus qu'il y a tous les pays de l'Union des BRICS, donc BRICS et BRICS+, qui y figurent. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant qu'on a pu voir sur cette news qui est assez récente. Il y a des pays dessus qui figurent sur le billet. Donc, on voit les États membres sur cette première photo. Les BRICS originaux. Les BRICS originaux. Et à l'arrière du billet, on voit tous les pays. Le billet risque d'être évolutif, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer les différents pays qui vont contribuer à cela. Et par contre, chose assez intéressante, c'est qu'on n'a jamais entendu parler du Mexique, et on peut voir le drapeau mexicain ici, ainsi que d'autres pays. Et je pense qu'on risque d'avoir des annonces assez prochaines, assez récentes, parce que je pense que c'est une info qui est censée teaser une annonce officielle. Parce que le BRICS face au G7, ils sont arrivés à égalité, comme dit la vidéo. Mais avec le BRICS+, c'est-à-dire les nouveaux alliés, ça dépassera le G7, et ça permettra alors à ce regroupement de commencer à mener la danse au niveau mondial. Pas juste être juste une force d'opposition, mais plutôt une force dominante. On a une question de Le Temps et Mossad qui dit « L'Europe veut changer pour l'économie apparemment verte. Vous pensez que c'est une bonne idée ?» Alors, moi, je pense que cette chose d'économie verte qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place, c'est ma théorie. Hein. Ouais. Il n'y a rien de fait réel, mais je me mettrai à la place des dirigeants européens et états-uniens face à ce qui est en train de se passer en face avec les BRICS. Comme ce sont des pays où on a délocalisé toutes nos usines pendant des années. Toutes nos usines sont en place.
On peut pas les rapatrier, on ne peut pas les fermer comme ça, tu vois. Ça demande une organisation, ça prend un certain temps, on ne peut pas le faire directement. Par contre, on peut arrêter de consommer les produits en provenance de ces pays-là. Et le principe de l'économie verte, étant donné que les matières premières vont être corrélées justement sur le fameux biais BRICS, parce que, comme j'expliquais précédemment, ils veulent se baser sur les talons or pour corréler leur monnaie, en fait, pour lui donner une valeur. Je pense que le but est de faire déconsommer les gens. Ce qui explique les taxes. On ne peut pas leur dire arrêtez de consommer, sachant que ça fait 20 ans qu'on est dans ce modèle ultralibéral. Je pense qu'ils savent pas trop où ils vont et qu'ils essayent de gagner du temps. Et que le plan, en fait, c'est on peut pas arrêter les gens de consommer, mais on peut les appauvrir de manière à ce qu'ils consomment pas. Alors peut-être que c'est, au lieu de la décroissance volontaire dont on parlait il y a 10 ans, c'est une décroissance forcée, mais qu'on l'en habillera sous un bel uniforme d'économie verte. Voilà. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. On lui donne l'apparat on a fait le choix du vert parce que maintenant on est responsable, mais c'est surtout parce qu'en fait on n'a pas le choix. C'est une phrase de Talleyrand. Si vous n'avez pas le choix, faites au moins croire que c'est vous qui l'avez choisi. On voit là, par exemple, dans les dernières news, que Maduro a déclaré qu'il a donné l'ordre au ministre des Finances d'effectuer les procédures et exigences nécessaires pour demander son incorporation dans la nouvelle banque de développement des BRICS. Car le Venezuela est là en train de construire la nouvelle géopolitique mondiale. Donc, On précise nouvelle banque de développement. oui, la nouvelle banque de développement est l'équivalent du FMI, mais côté BRICS. Voilà, c'est son équivalence. À la différence que la FMI prête sous conditions. Tout à fait, tandis que là où les BRICS ont assoupli ces conditions et les prêts sont plus faciles à être accordés. Il ne faut pas oublier que on dit toujours qu'il n'y a aucune condition, que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Là, actuellement, ils proposent ça sans condition officielle, ou pratiquement très réduite. Mais ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça. Oui, c'est comme tout. Ça va évoluer dans le temps. C'est le challenger, donc on lance l'opération séduction. C'est ça. On paraît plus souple que le FMI jusqu'à qu'il coule et ensuite ils reprennent la main avec leurs règles à eux. Et ils commencent à essayer de développer aussi une sorte de soft power des BRICS. Bon, je pense que c'est très orienté un post sur Twitter de Brainless Partisan. La Russie a annoncé officiellement qu'elle organiserait les Jeux des BRICS 2024 du 20 au 23 juin, avant les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Donc, ils veulent lancer un genre de pré-Jeux Olympiques. Un genre de Jeux Olympiques BRICS pour essayer de contrer les Jeux Olympiques actuels. Donc, une cinquantaine de pays devraient y participer, tous ceux qui ont déclaré leur désir de rejoindre les BRICS, soit environ 4500 athlètes, 25 sports. Des statistiques intéressantes, il n'y a que 35 pays qui sont contre la participation de la Fédération de Russie aux Jeux Olympiques, mais 171 pays sont pour. Donc 82 sont pour notre participation avec le drapeau et l'hymne. Ça, c'est très intéressant. Il n'y a que la Russie qui a été privée de Jeux Olympiques sous son propre drapeau et son hymne, mais les BRICS sont déjà assez forts pour pouvoir proposer un contre-Jeux Olympiques plus tôt et avec plus de 4500 athlètes, au moins 50 pays. Ça, c'est pas rien. Ça, c'est du soft power déjà qui a déjà commencé à être rentabilisé. C'est ça, et je pense que ça va être les Émirats. Oui, les membres de l'OPEP, les BRICS, les BRICS+. Voilà, les membres de l'OPEP qui vont organiser parce que justement, ils veulent sortir justement de l'économie noire, donc l'essence, les énergies fossiles, pour justement aller dans le monde du sport et de la culture. Je pense que c'est aussi une façon de faire travailler un autre pays et puis de... Et c'est pratique aussi dans ce sens-là. Là, on ne sait pas encore tous les pays qui voudraient participer au BRICS+. Parce que ça va être un bon tremplin pour les pays qui ont besoin d'argent. Mais tous ceux qui vont s'inscrire à ce concours sont clairement des pays qui voudraient être sur la liste des potentiels pays qui pourraient rejoindre ce groupement. Ça peut être intéressant de voir quels pays seront à ces JO alternatifs pour savoir qui essaie de courtiser le BRICS.
Donc, eh bien, en termes de finances, une image intéressante se dégage. Le CIO termine son budget 2022 avec un déficit de 1,12 milliard. Les revenus des sponsors ont triplé par rapport à 2016 et ne représentent que 11% du budget. Lors des Jeux Olympiques d'été de 2020, Tokyo a perdu 6,3 milliards, sans compter les coûts d'infrastructure. À l'heure actuelle, le CIO souffre d'un énorme trou budgétaire et est pratiquement en faillite. Il s'avère que l'unipolarité du monde sportif a prouvé son inefficacité et est également en train de s'effondrer. Russie avant. Bon voilà, c'est Erreur pour de ça que j'ai traduction. bien stipulé. Ça a l'air d'être une personne assez engagée, mais restons-en aux faits. Mhm. Euh, Justement, il y a les faits et leur interprétation. voilà. Par exemple, remonte en haut bien pour montrer que c'est de brainless partisan. Donc, Et il fait mention, par exemple, du trou financier qui a représenté les JO du Japon, mais il ne souligne pas que c'est en grande partie à cause du Covid. C'est pas juste l'organisation du CIO qui a été mal gérée, c'est tout l'aspect Covid qui a pulvérisé la plupart des événements sportifs et culturels qu'il y avait lors de ces années. Donc, les pays BRICS, champions de la croissance du PIB en 2023. Donc là, on revient sur la définition. Donc, on va voir que économique, mais c'est normal, ce sont des pays émergents. Donc forcément, l'effet se fera ressentir ultérieurement. C'est-à-dire que C'est pas le moment où ils sont c'est lancés à souvent ralentir. quand il commence à avoir des... Là, on vient de commencer en récession en Europe, dans beaucoup Mhm. de pays européens, l'Allemagne. On a commencé à rentrer en récession. Donc pour le moment, les gros absorbent, et après, c'est les petits qui viennent. Le cycle économique fonctionne toujours comme ça. Mhm. Il y a une phase. Il y a une phase. Donc ça à prendre avec des pincettes. Oui, actuellement, 2023, les BRICS ont prospéré, mais c'est pas certain. Surtout au vu des éléments où on a vu que les Chinois ont subi la faillite d'Evergrande qui a fait péter la bulle immobilière en Chine. Mais la semaine dernière, il y a eu aussi la chute d'Evergrande États-Unis, Mhm. ce qui est terrible pour la Chine. Donc, ils vont seulement, je pense, 2024, commencer à ressentir les effets du Mhm. ralentissement économique qui a bousculé avec, d'une certaine façon, la guerre en Ukraine, mais Mhm. pas du point de vue comme on le présente dans la société. Il y a aussi ça qui est intéressant, justement, quand il y avait une bulle économique du genre Evergrande qui éclatait, en Europe, on en ressentait tout de suite les conséquences de façon très forte. Mais là, comme ça se situe dans un pays du BRICS, il se peut que le phénomène soit plus localisé, en fait, dans le groupe du BRICS. Il y a aussi Evergrande États-Unis qui a Oui, éclaté. oui. Et ça, c'est tout récent, ça a une semaine, l'info que je te dis. Mhm. Et c'est là qu'il peut y avoir un phénomène de contagion, comme on l'appelle. Mais tant que ça se passait en Chine, les répercussions étaient moindres pour nous parce que justement, ils se contenaient dans le BRICS. Donc là, sur cette info-là, sur bricsnews.fr, en août 2023, la moitié des exportations agricoles du Brésil sont achetées par la Chine, tandis que la Russie vend des engrais nécessaires à ses cultures. On voit qu'ils sont en train aussi de créer une atmosphère de zone économique. Mhm. Une... Une interdépendance où ils font des échanges internes. Ils ne font pas de l'export à qui voudra le premier, mais entre eux, ils ont des échanges forts. Par exemple, justement, là, il parle. Bien, on remonte un petit peu sur la page. Euh, voilà, c'est par exemple, la Russie vend les engrais au Brésil, qui lui en fait de la nourriture, enfin, qui en fait un produit agricole qu'il vend à la Chine. La Chine elle-même vendra à la Russie d'autres objets. C'est un C'est une cercle fermé, synergie. synergie. C'est pour ça que ces pays peuvent monter ensemble, parce qu'ils accordent leur économie ensemble. Pendant ce temps, l'Occident ne peut que regarder le spectacle qui se déroule devant lui. Les BRICS sont en train de créer leur propre zone économique. Ouais, oui. Mhm. Hmm. Par contre, truc, bon, après voilà, encore une fois, Mhm. euh, c'est vrai, mais ils ont une dépendance technologique qu'ils n'arrivent pas pour le moment à compenser. Sur l'agricole, ils arrivent à le faire, Oui. mais ils vont avoir besoin des autres parce que sinon ils vont être d'une certaine façon handicapés. Mhm. Et c'est là qu'on commence à avoir une petite défaillance au niveau des BRICS. Ouais, ils n'ont pas encore tout généralisé dans leurs économies.
Mais Non, puis le vol surtout l'aspect technologique, culturel. En fait, moi aussi, ce que je vois aussi dans la durabilité, vraiment dans le... L'idée sur le papier est pas mal. Mhm. L'idée sur le papier est pas mal. Par contre, est-ce que prendre des Européens, des Slaves, des peuples d'Amérique latine, peuples asiatiques, et essayer de et les peuples des Émirats, enfin culture musulmane, Mhm. est-ce que tu penses que on arrivera à faire un consensus, Bah, un genre de consortium? c'est là que le BRICS est plus ou moins fort, parce que pour l'instant, malgré certains antagonismes évidents, genre l'Inde et la Chine, ils disent non, non, là c'est que de l'économique, on touche pas au reste. La Russie peut entrer en guerre contre qui elle veut, nous on est là pour l'économie. Uh-huh. Et en fermant à moitié les yeux lors des échanges, en disant non, on ne connaît pas votre politique, mais on veut votre économie, pour l'instant ça fonctionne. D'accord. Je ne sais pas combien de temps on peut donner ça. À mon avis, c'est plutôt comme ça quand ils seront vraiment leaders incontestés. Là, ils créeront quelque chose de plus de commun. Et c'est vraiment la Chine qui dicterait le plus les règles parce que c'est elle qui apporte le plus dans les BRICS. Alors, on a un message d'Homme Mort qui dit leurs productions sont complémentaires comme autrefois. Le Venezuela et la Biélorussie avaient essayé. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Mhm. Alors, maintenant, on va regarder C'est une chaîne que j'aime beaucoup, je vous invite aussi à suivre, qui s'appelle Money Radar, et qui explique la face cachée des BRICS, et qui montre, je trouve quand même vraiment la chose assez objective. Oui, parce que c'est une chaîne d'investissement, elle est justement, elle centre sur l'économie. Oui. On va sauter dans les bonnes parties, on va essayer en tout cas, parce qu'elle est assez longue sinon. Enfin, 14 minutes c'est gérable, mais. Bon, on peut la laisser en entier, vraiment elle est intéressante, je pense qu'il faut mieux... On évitera de la couper, et on D'accord. la laisse et on débat après. Attends un instant, on va juste sur sommet, la guerre au dollar, les nouveaux arrivants, et après, Eureka. D'accord. Quand on dirige une puissance émergente, l'été ne rime pas forcément avec farniente. Mais comme tout le monde, on aime voyager, revoir des vieux copains, se réunir autour d'un bon apéro et refaire le monde entre la poire et le dessert. Alors, quand une occasion se présente, on ne la laisse pas passer. Et justement, le sommet des BRICS vient de s'achever à Johannesburg. Cyril Ramaphosa, l'hôte de cette 15e édition, a rassemblé le noyau dur du club des 5 couleurs. Le ministre Narendra Modi, le président brésilien Lula, Sergueï Lavrov pour la Russie et la star montante internationale Xi Jinping. Et pour assurer l'ambiance, il a pris soin d'inviter les représentants d'une 60aine d'autres pays, dont la France. Ah, attendez, pardon, on me dit dans l'oreillette que la France a bien demandé à participer, mais le président sud-africain Ramaphosa a dit non. Faites comme si vous n'aviez rien vu et passons. Tu vois, c'est comme ça que fonctionne les BRICS. On fait qu'on n'a rien vu. En l'absence d'Emmanuel Macron, toute cette joyeuse bande a discuté, discouru et échangé pendant 3 jours. Au programme, plan de guerre contre les privilèges du dollar, réforme de la gouvernance mondiale, accueil des nouveaux arrivants et d'autres questions pratiques comme les modalités d'adhésion au club, avec au final que des bonnes nouvelles. Évidemment, depuis le temps qu'on vous en parle, vous imaginez bien qu'on a suivi tout ça avec beaucoup d'attention et il est temps de faire notre rapport. Mais avant de découvrir les projets de la nouvelle première puissance économique mondiale, n'oubliez pas que si vous aimez ce qu'on fait et que vous avez envie de nous donner un petit coup de main, c'est ultra simple et c'est gratuit. Abonnez-vous et rejoignez aussi nos autres réseaux. On vous y décortique chaque jour l'actualité économique et financière et on vous explique tout ce que ça implique pour votre patrimoine et vos investissements. Venez, vous allez adorer. Et en échange, on vous propose de vous inscrire à notre newsletter Money Radar qu'on vous prépare avec soin chaque mardi avec des actions, des cryptos, des infos, tout ça gratuit aussi et parfait pour lire au petit-déj. Alors merci à tous et allez, on ne perd plus de temps, générique que je vous raconte enfin tout ce que j'ai entendu. Bienvenue sur Money Radar. BRICS, c'est le nouveau mot tendance, on ne parle plus que d'eux. Ça fait 15 ans que le Club des 5 se rassemble pour imaginer un monde nouveau, plus adapté à ses aspirations et ses objectifs. Mais cette année, le sommet de Johannesburg a une saveur particulière, un petit truc en plus. Enfin, plutôt un petit truc en moins, et je ne parle pas d'Emmanuel Macron, mais du président russe Vladimir Poutine, grand absent pour cause de poursuites judiciaires internationales.
Accusé de crimes de guerre, et malgré le soutien de l'Afrique du Sud, il sera immédiatement arrêté s'il pose le pied sur le tarmac. C'est son ministre des Affaires étrangères qui a assuré l'intérim en physique, pendant que le président intervenait depuis Moscou en visioconférence. Le sommet a aussi un goût spécial depuis que les BRICS ont décidé d'accélérer leur rapprochement en réponse aux sanctions occidentales contre la Russie, mais surtout pour s'élever contre la domination mondiale du billet vert, et le monde entier attendait cette nouvelle édition. Encore une fois, tout y était. Glamour économique, intrigues géopolitiques et plans diaboliques pour renverser l'ordre mondial à coups de croissance rapide et de reprise de pouvoir monétaire. Avant l'ouverture de ce sommet, les BRICS représentent déjà 26% de la production mondiale, comptent 3,3 milliards d'habitants qui produisent l'équivalent de 26 000 milliards de revenus, en progression de 53% entre 2008 et 2022. Avec de tels moyens, ils ont fondé leur propre institution de financement international, la Nouvelle Banque de Développement, ou NBD, dotée d'un budget de 350 milliards de dollars, capable d'accorder des prêts sans condition. Tout cela est bien utile pour aider les pays membres à achever leur développement économique et renforcer la prospérité de leur population par tous les moyens. Sujet numéro 1 de l'édition 2023, plus question de suivre les règles américaines, les BRICS sont prêts et proposent une alternative au roi dollar. Si au départ ils se rassemblaient pour mieux faire entendre leur voix auprès des institutions internationales, comme le Fonds monétaire, l'Organisation mondiale du commerce ou les Nations unies, aujourd'hui ils ont les moyens de renverser l'ordre mondial. Tenez d'ailleurs, je fais une micro-pause, mais vous avez remarqué, depuis le début de cette vidéo, tous les chiffres que j'annonce sont exprimés en dollars américains, par simple convention. Tout le monde connaît la valeur d'un dollar. Eh bien ça, les BRICS aimeraient le voir moins souvent. Depuis la fin des guerres mondiales, le billet vert s'est imposé partout où les plans d'aide américains ont été déployés et il a progressivement remplacé la livre sterling comme monnaie de réserve et dans les grands contrats internationaux. Pour le monde entier, chahuté par les conflits, puis par la guerre froide, le dollar remporte alors tous les suffrages puisque le Trésor américain garantit qu'il est échangeable à tout moment contre sa valeur en or. C'est ce qu'on a appelé la convertibilité du dollar. Mais depuis sa fin en 1971, sa domination s'est accentuée alors que logiquement, elle n'avait plus aucune raison d'être. Et il y a autre chose. Avec la portée internationale des lois américaines, et je vous en parlais dans une autre vidéo il y a quelques mois, utiliser des dollars pour réaliser une transaction donne automatiquement un droit de regard à la justice américaine, même si ça se passe à l'autre bout du monde et même si la transaction ne concerne aucun Américain. Mieux vaut le savoir. Enfin, la guerre en Ukraine a mis en évidence une trop grosse dépendance au système financier occidental. Le gel des avoirs et l'exclusion de la Russie du système SWIFT ont refroidi les dirigeants des pays du Sud. Ces mesures ont prouvé que la neutralité officielle des instances financières internationales n'était qu'un mirage. Alors, les BRICS sont unanimes. Tous jugent que le dollar jouit de privilèges injustifiés, qu'il s'oppose à leur propre développement économique et qu'il est temps qu'on leur propose une autre solution. Arme favorite, la plus simple à manipuler mais aussi la moins risquée, la dédollarisation progressive du commerce mondial via les devises locales, à commencer par le pétrole. Il est dorénavant coté en yuan à Hong Kong depuis 2018 et en Arabie Saoudite depuis 2022, sans oublier que le gaz russe se paye en roubles depuis le début de la guerre et que les Émirats arabes unis acceptent les roupies indiennes en échange de leur or noir. Alors pendant ces 3 jours de rencontre à Johannesburg, le message a été clair. Utilisez les devises locales et à défaut, la devise du leader chinois, le yuan. Dans l'idéal, chaque membre est invité à accepter les conditions des autres pour faire tourner les devises locales et renvoyer les dollars en Amérique. Et de cette façon, selon tous les calculs, le billet vert devrait reculer de 30% d'ici à 2030. Arme numéro 2, qui devrait être présentée lors de ce sommet, c'est la monnaie commune, le BRICS Coin. Elle aurait dû donner à ce sommet sud-africain un petit air de Bretton Woods du Sud, mais le sujet de la création d'une nouvelle devise garantie par de l'or, du pétrole ou du gaz a finalement été reporté. Pourtant, ça n'a rien changé à l'atmosphère solennelle qui a régné tout au long de l'événement, la même que celle qui planait autour de tous les grands moments qui ont ponctué l'histoire du monde. Cette 15e édition a été l'occasion de renforcer le poids du groupe des pays du Sud en tant que puissance internationale, de repréciser son fonctionnement et ses objectifs. La proposition est tellement alléchante que ça se bouscule à la porte. Près d'une 50aine de pays, tous situés du côté sud de la diagonale de la faim, ont manifesté leur intérêt. Et sur ces 50 candidats, on compte 6 heureux élus cette année. D'abord, l'Argentine pour l'Amérique du Sud. Le pays ne rêve que de prendre... Les 50 candidats. Et c'est principalement 50 pays qui ont proposé de participer au JO alternatif du BRICS. Ça concorde parfaitement les chiffres.
son indépendance vis-à-vis du FMI, dont les conditions d'intervention sont trop strictes, et il dispose d'importantes réserves de pétrole et de gaz. En outre, l'Argentine présente un marché intérieur à fort potentiel, malgré des tensions sociales et politiques, et son adhésion renforce les liens avec le Brésil de Lula. La candidature éthiopienne a aussi été retenue. Le pays, sacrée économie la plus dynamique d'Afrique avant le Covid, a enfin signé un traité de paix en novembre dernier. Ce traité met fin à 2 années de guerre meurtrière dans la région du Tigré, au nord du pays, qui ont gravement handicapé son développement. Attention, cet accord reste fragile et les tensions ethniques sont toujours aussi nombreuses. Mais le pays compte sur le soutien de ses nouveaux partenaires pour pacifier son territoire et renouer avec les niveaux de croissance d'avant 2019. Par ailleurs, l'Éthiopie avait déjà un pied dans la place puisqu'elle est membre de la NBD, tout comme le Bangladesh et les Émirats arabes unis depuis 2021. Autre candidature validée sur le continent africain, l'Égypte. Lourdement pénalisée par la guerre en Ukraine, ses importations de céréales sont fortement perturbées et elle craint une crise alimentaire. Le pays manque aussi d'eau et d'industrie et un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Mais ces terres abritent de l'or, de la potasse, du cuivre, du zinc, du plomb et du gaz. Son endettement est limité et son potentiel touristique est sous-exploité. Et puis surtout, l'Égypte a quelque chose que personne n'a, le canal de Suez. Enfin, sur son CV, on trouve aussi un important soutien politique et financier en provenance des pays du Golfe. Justement, parmi eux, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis ont aussi obtenu leur carte de membre des BRICS et les deux puissances pétrolières sont toutes les deux d'influents membres de l'OPEP, que les observateurs considèrent désormais comme un outil de plus au service du groupe des pays du Sud. Le royaume du sulfureux prince héritier Mohammed Ben Salman, MBS pour les intimes, est déjà le 2e plus gros producteur au monde derrière les États-Unis et abrite la plus grosse entreprise de la planète, la géante pétrolière Saudi Aramco, qu'on vous présentait aussi dans une autre vidéo. Enfin, l'Iran, autre membre de l'OPEP, est intégré aux BRICS et conclut la liste. Le choix peut surprendre, mais l'objectif reste l'apaisement des relations diplomatiques avec sa voisine, l'Arabie Saoudite, inexistante depuis plus de 20 ans. On adresse toutes nos félicitations aux nouveaux arrivants et une petite pensée à ceux qui n'ont pas été retenus, comme le Venezuela, le Kazakhstan, le Mexique, la Corée du Sud ou encore l'Algérie, recalés pour cette fois, mais qui ne baissent pas les bras. Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Argentine, Égypte, Éthiopie et Iran. 6 nouveaux membres, ça fait 416 millions et 250 000 nouveaux bénéficiaires des promesses des BRICS. Après l'opération, les nouvelles mensurations du groupe forcent le respect. Il rassemble 41% de la population de la planète et compte pour 31,5% de l'économie de la planète. C'est plus que le G7. À partir du 1er janvier 2024, date d'effet des nouvelles adhésions, les BRICS version enrichie deviennent la nouvelle première puissance économique mondiale, mais aussi le plus grand réservoir mondial de combustibles fossiles, pétrole et gaz en tête. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Si le mouvement de dédollarisation est inéluctable, les Américains comptent beaucoup sur l'apparente solidité du groupe, qui cacherait en fait une union toute relative, variable en fonction des intérêts et des objectifs de chacun. Tous les membres des BRICS sont influents dans leurs régions respectives, mais la Chine s'est clairement élevée en tant que leader du groupe. C'est elle qui parle le plus fort, et c'est aussi pour ça qu'elle ne validera les nouveaux entrants qu'au compte-gouttes, histoire qu'on l'entende toujours aussi bien. Mais si ces relations se sont normalisées avec sa voisine russe, il n'en est pas de même avec l'Inde. Officiellement, les 2 pays les plus peuplés du monde sont toujours d'âpres concurrents sur les marchés internationaux et surtout en guerre. Pékin n'aime pas non plus l'intérêt commun que se portent les États-Unis et l'Inde. En rejoignant en mai 2022 le nouvel accord cadre international entre les États-Unis et 12 pays de la région Asie-Pacifique, évidemment refusé par la Chine qui n'y voit qu'un nouveau moyen de la contenir, l'Inde a clairement exprimé le souhait de conserver de bonnes relations avec Washington et d'assurer un rôle d'observateur ou de pacificateur pour l'Occident sur le terrain. De leur côté, l'Afrique du Sud et le Brésil ne veulent pas non plus alimenter la fracture mondiale et couper les ponts avec les puissances du G7 pourrait leur attirer trop d'ennuis. Mais la Chine refuse de soutenir la candidature du Brésil au Conseil permanent de l'ONU. Ces divergences multiples au sein du groupe, particulièrement en ce qui concerne le traitement à réserver à l'Occident, peuvent laisser perplexe. Comment imaginer un avenir commun avec des nations aussi différentes ? C'est que les objectifs individuels des BRICS ne sont pas incompatibles avec le maintien de bonnes relations commerciales ou protocolaires avec n'importe qui. Il va simplement falloir se montrer talentueux au moment de négocier la devise des futurs contrats. Parce que même si les Américains ou les Japonais sont sympas, la roupie a besoin de reprendre des couleurs et l'Arabie Saoudite a déjà fait basculer une partie de sa cotation en yuan chinois.
Enfin, autre défi que vont devoir maintenant affronter les BRICS, avec 3 E, 2 A et 1 I en plus, il va falloir trouver un nouveau nom et 6 nouvelles couleurs. Alors on leur souhaite bonne chance. Si ça vous dit d'essayer, n'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. Nous, on se contentera des BRICS+. Depuis ce dernier semaine, nos BRICS+ comptent donc désormais 11 membres permanents qui rassemblent 40% de la population et produisent un tiers des richesses de la planète. Ce club des pays émergents est structuré autour de nouveaux statuts. Il s'appuie sur sa propre institution centrale de financement, la NBD, qui n'impose pas de conditions contraignantes quand elle accorde un prêt, comme le fait le FMI. Les BRICS sont aussi bien armés en matière de ressources naturelles. Avec l'adhésion de l'Arabie Saoudite, de l'Iran et des Émirats, clairement, c'est l'OPEP qui rejoint le club. Un outil de plus pour faciliter l'accès au pétrole indispensable au développement de ses membres. Pas étonnant que la liste des pays qui ont demandé leur Gold Pass soit aussi longue. On y retrouve tous les membres du G20, hors G7, les 3 autres membres des E7, Turquie, Indonésie et Corée du Sud, et une trentaine d'autres pays qui ne rêvent plus que d'épouser les nouvelles opportunités offertes par un système où l'Amérique et le FMI n'ont aucun pouvoir. Il faut s'imaginer la portée de ce à quoi nous sommes en train d'assister. Les BRICS sont désormais reconnus comme une entité officielle, au même titre que l'Union européenne ou les États-Unis, avec une grosse différence toutefois. Pour que chacun respecte les divergences des autres, rien n'est exigé. Il s'agit d'une union libre au profit individuel de chaque membre, tant que ceux-ci ne s'opposent pas aux autres. Pour les membres de l'Union européenne ou les États américains, c'est bien différent. Chacun se doit d'œuvrer pour le bien de l'ensemble du groupe et de suivre les règles communes, même si elles leur sont défavorables à titre individuel. Enfin, en théorie. Voilà d'où souffle le vent de liberté qui accompagne le projet chinois porté par les pays du Sud et pourquoi il est si difficile d'y résister. Pour en savoir plus sur le noyau dur de l'histoire de la fondation des BRICS, je vous mets tous les liens des vidéos que j'ai citées dans le descriptif. Et j'en profite, si cette vidéo vous a plu, pensez à nous laisser un j'aime avant de partir. N'hésitez pas à commenter, à critiquer, à nous dire s'il manque quelque chose et à partager votre analyse de la situation. Voilà. Très bon résumé. Je pense surtout, je vais faire un petit point là sur les commentaires qu'il y a eu pendant qu'on a diffusé la vidéo. Donc, Oui, se contenter d'hommes morts, se contenter de l'économie était aussi une promesse de l'UE qui n'a d'ailleurs pas été tenue. C'est comme au départ, on fixe un contrat quand on est en position plus ou moins d'équilibre, on dit on établit ces règles-là, on s'y tiendra, mais dès que tu as signé et qu'il y a une personne qui a vraiment la majeure partie du pouvoir, et c'est évident, en UE par exemple c'est l'Allemagne, pour les BRICS c'est évidemment la Chine. Quand il y aura un réseau assez grand, là, la Chine pourra commencer à donner des règles beaucoup plus précises. Elle pourra dire à tel État ou tel État, il doit se calmer sur un tel point ou qu'il doit avancer. la Chine remplacera-t-elle les US le temps et Mossad En tout cas, ça risque d'être des challengers. Je pense pas forcément qu'il y en ait un qui va s'écrouler. Non, enfin, la Chine a déjà dépassé les US, si c'est pour, par exemple, les relations diplomatiques et économiques. Voilà. La Chine a déjà un point d'appui plus grand. Par exemple, la Chine voudrait arrêter la guerre en Ukraine, elle peut le faire, elle pourrait l'ordonner à la Russie. Les États-Unis ne peuvent pas le faire, par exemple. Si c'est remplacé dans le sens OTAN, mais d'un point de vue chinois, pour l'instant, il n'y a pas de projet comme ça dont j'ai entendu parler. Macron, donc pour Dom mort, Macron a échoué là où Merkel avait réussi. L'Allemagne s'était incrustée lors de la création de l'Union méditerranéenne, initiative de M. Sarkozy alors qu'elle n'a pas d'accès à la mer Méditerranée. Justement, c'est intéressant parce que justement, LFI a proposé cette semaine justement de faire une union des Méditerranées à nouveau. Elle a relancé la proposition lorsqu'elle parlait justement de l'aide au Maroc. Très pro, il parle de l'Égypte au féminin. Les médias mainstream ignorent souvenir cette particularité grammaticale. Alors, moi, c'est vraiment la dernière partie de la vidéo moi, que j'ai trouvé très intéressante, qui montre justement les avantages et les faiblesses justement des deux modèles. Justement, en pratique, on est censé supporter la conscience collective du bloc européen, mais finalement, on voit que bon, c'est un peu dénaturé. Il y a quand même l'homme au billet vert quand même qui a un avantage et qui tient les rênes dans tout ça. Donc,
on peut pas vraiment parler justement d'intérêt commun. Mhm. Et là où BRICS, on voit aussi, tu vois, ce que je te disais, tu vois, le côté culturel pose des défauts. Privé, les intérêts privés et les intérêts culturels. Mais pour l'instant, ils vont être mis de côté. Mais dès que l'Occident ne pourra plus faire face, là, ça ne va pas se déchirer, mais ça va. euh, la plupart de ces pays ne sont pas connus pour leur grande démocratie, et plutôt pour la façon dont ils imposent des réactions sur la population. Il est tout à fait parié que le noyau dur du BRICS impose aux nouveaux arrivants ou aux challengers, comme c'était dit ici, un comportement ou tel type d'investissement. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les BRICS? On va progressivement clôturer. On va faire une petite séance de questions-réponses. Et puis bon, ça fait quand même déjà 3h50 qu'on stream. Parce que pour un premier stream, c'est déjà pas mal. C'est du lourd. C'est du lourd. On le voit comme une grande prouesse. Mhm. Donc n'hésitez pas sur la question des BRICS, s'il y a des questions techniques ou quoi, n'hésitez pas. Je tiens quand même à mentionner quand même que sur le sujet de la baya, l'auditoire était un peu plus bavard hein, quand même. Les BRICS, c'est peut-être pas encore assez féminin comme sujet. Quoi avec l'Égypte qui est au féminin. Une France sortie de l'UE pourrait-elle y adhérer? Oui. Alors ça, c'est une bonne question, Dame. Moi, je pense que justement, ce qui bloque beaucoup de pays dans l'Union européenne, c'est leur souveraineté. Du fait que justement, on soit dans ce paradigme de on fait tout pour l'intérêt commun. Mhm. Cette idéologie funeste qui est Bruxelles, quoi. Mais effectivement, si la France peut retrouver une forme de... Je pense que justement, l'enjeu des BRICS va créer une vague de souverainisme dans le monde et justement faire en sorte que les pays puissent reprendre un peu leur destin. Alors, Je suis plutôt optimiste sur cette question-là, justement. alors, tendre vers le souverainisme, oui. De là à ce que la France puisse entrer dans les BRICS, on a vu, ce sont des pays à l'économie très vivace. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais Elle- pas la France de Macron, ça c'est sûr. Voilà. Peut-être que si la France se pose 5 minutes, boit un café... Mais sur n'importe justement, question, la question des BRICS Oui. va justement arriver dans le débat public français. Ça va venir l'enrichir. Donc, Mhm. c'est fort possible que des candidats souverainistes puissent exploser, en fait. Oui. Ça peut être un avantage pour ces Mais il candidats faut à la fois souverainistes. sortir de l'UE, à la fois devenir à nouveau compétitif sur le marché international pour pouvoir intégrer. C'est vrai que la France a elle a encore les restes de sa force diplomatique, un héritage. Elle n'a pas créé maintenant. Maintenant, la plupart du temps, la France le dilapide. L'Afrique, elle en a perdu une grande partie parce qu'elle n'a pas su gérer cet héritage diplomatique. Mais elle l'a encore. Si la France dit non à l'UE, redevient très souveraine et réussit à réinsuffler quelque chose dans son économie, là, les BRICS pourraient s'intéresser et seraient heureux d'avoir un pied à terre en Europe. Oui, oui. Mais je pense plutôt que les BRICS seraient plutôt du genre à essayer de miser quelque part en Europe de l'Est ou en Scandinavie. Bah, Mais je pense l'Europe que traditionnelle, la vieille Europe, le seul moins pays pour moi qui compréhensible. serait compatible avec les BRICS actuellement en Union européenne, c'est la Pologne. Pas la Hongrie. Non, parce que si je dis pas de conneries, je crois pas qu'ils ont l'euro justement en Hongrie. Ça, je sais pas. Hongrie, euro. On vérifie tout de suite. Je vais regarder. On est Hongrie. Le foin. Non, ils ont leur monnaie. Donc ouais, peut-être potentiel, mais ils n'ont pas corrélé leur économie justement sur des matières premières. Non, mais ils pourraient l'envisager. Il faudrait alors que le pays ait une grande réserve. Là où la Pologne, elle serait totalement prête et rentrerait dans les critères pour rentrer dans les BRICS. Ah, c'est vrai, parce que la Pologne a, par exemple, racheté beaucoup d'or. Tout l'or de la France et de l'Union européenne, parce qu'ils ne savaient plus quoi en faire sur les 20 dernières années. Oui. Ils ne savaient plus quoi en faire, puisque de toute façon, De ils l'or, ça faisaient sert à marcher la rien, machine à alors billets. qu'ils se disaient qu'on s'en débarrasse, les Polonais sont bonnes poires, ils vont en acheter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les 3 pays qui possèdent le plus d'or, c'est la Chine, la Russie et la Pologne. Mhm. Donc je pense que
sur le point de vue mondial. Pour l'expliquer, l'or, c'est une bouée d'ancrage économique. Un pays qui a beaucoup d'or, sa monnaie ne peut pas être trop soumise aux tempêtes de l'inflation. Tout de même, elle va suivre le cours de ce qui se passe autour d'elle, mais l'or dans un pays garantit qu'on sait que ce pays est solvable en grande partie. Alors, la Pologne n'aime pas la Russie. Mais la Chine n'aime pas l'Inde. Ouais, la Chine n'aime pas l'Inde. Et tous les pays Et de l'OPEC indirectement, le la Russie, elle verrait comme le fait de reprendre la Pologne économiquement. Ce qui est un peu le projet caché de Poutine. pas si caché que ça. Pas C'est si caché caché. ici, en Occident. Mais en Russie, c'est pas un projet caché. Donc, l'OTAN et Mossad, l'Hongrie n'a pas l'euro. La France quittait l'OTAN, elle l'a déjà quittée. Et elle pourrait très bien à nouveau la quitter. Donc, est-ce qu'elle a les moyens de le faire, la France? Oui, moi je pense qu'elle a les moyens de le faire parce que malgré tout, Il faudrait un gros choc quand même. non, parce qu'en fait, c'est et je le pense aussi, si la France sort de l'UE pète. Oui, c'est tout à fait possible. Ça pourrait être justement ça, la condition pour entrer dans les BRICS. Faire péter l'UE. Ouais, ce serait. Donc, oui, elle en aurait les moyens, en fait. Concrètement, elle en a les moyens de négocier, d'éclater la zone euro, en contrepartie de rattraper les BRICS. On est juste d'oublier le cliché du français collabo et maintenant. Vous faites péter l'UE et nous, on vous fait rentrer dans les BRICS par la petite porte. La Hongrie n'a pas l'euro, d'accord. Mossad, la France, ça, sa propre armée, pas besoin. Mais la Hongrie, malgré tout, tu vois, moi, pourquoi je pensais à la Pologne, parce que c'est mine de rien, la Pologne qui est un peu le moteur des pays baltes. La plus avancée. La Hongrie, elle est quand même derrière, tu vois, Elle est sur le développement. C'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que la Pologne, elle est assez soumise, ou plutôt corrélée à l'Amérique. Il faudrait qu'il y ait une énorme cession entre, en même temps, l'Amérique, l'UE, pour que la Pologne puisse envisager les BRICS. En même temps, c'est possible parce que si déjà la Corée du Sud, qui est aussi très pro-Amérique, sous certaines formes, peut entrer dans les BRICS, parce que la Corée du Sud, c'est clairement un pays qui a gonflé grâce à l'arrivée de l'argent de l'Occident. C'est toujours un pays extrêmement dynamique, mais s'il passe du bloc occidental aux BRICS, la Corée du Sud aurait réalisé une très belle prouesse. Là où la Chine, elle avait accepté d'être l'atelier du monde. La Corée n'a pas eu à passer par là. Enfin, la Corée du Sud. Ouais, alors raison, la France l'a déjà fait. Oui, De Gaulle, de toute façon, a voulu quitter l'OTAN. De toute façon, c'était sur une vidéo d'Asselineau, justement. On disait aussi que de toute façon, Mitterrand disait, avant de mourir, il disait un truc, il disait « Notre ennemi ne vient pas de l'extérieur, il est déjà chez nous ». Et il parlait des Américains. Bon, après, Asselineau, il est anti-américain. Asselineau est anti beaucoup de choses. Mais je pense que voilà, son avis est un peu tronqué, mais par contre, ses arguments tiennent la route, quoi. Je ne veux pas me prononcer pour Asselineau. La dernière fois que j'ai vu une de ses vidéos, c'était il y a plus de 5 ans, et c'était sur la couleur des drapeaux français. Ouais, je te conseillerais de la voir, la vidéo qu'il a fait, elle est vraiment bien sur l'anniversaire des 100 ans de l'UPR. Vous l'avez vu le chat ou pas, cette vidéo? Justement, il fait un plaidoyer, il nous fait « Qui? Là, la peluche. Puis en fait, la réponse est les États-Unis. Mais le meilleur moment, c'est qui a mis du LSD dans le pain à Pont-Saint-Esprit? Qui? Ça m'étonne même que c'est pas devenu un mème d'internet, ça. Tellement que le passage était héroïque. Donc bon, donc finalement, si tu devrais vraiment le dire en conclure, tu penses opportunité ou menace, les BRICS? Pour la France? Pour le monde. On va pas le voir de notre point de vue. Pour le monde, c'est comme le bloc occidental. C'est ni l'un ni l'autre, c'est juste un nouveau rééquilibrage. Ça va faire chier les Américains, ça va déranger une grande partie de l'Europe, mais... notamment les Allemands, ça va les mettre dans la sauce. oui. Ouais. Mais
Bref, c'est comme toutes les puissances qui montent. C'est une opportunité à saisir, mais ceux qui n'arrivent pas à la saisir, pour eux, ça devient une menace. Moi, je le vois comme une opportunité Mhm. de rabattre les cartes et justement de rééquilibrer. Tu vois, par exemple, je pense que les Américains, tu sais, il y a la fameuse loi, tu sais, contre, pour la fameuse loi des ressortissants américains. Où, grosso modo, maintenant, tu es en Europe, tu Oui. veux faire un restaurant, les banquiers vont te demander de remplir des papiers pour le fisc américain. Ah, je dirais. Et tu vois, il y a une condition, tu vois, par exemple, si tu es extra-européen et que tu es dans un pays qui n'est pas dans les papiers des Américains et compagnie, c'est une façon de restreindre les libertés. Mhm. Et je pense que ce genre de choses, et puis ça bloque l'économie, c'est contre-productif en fait. Ça va même en dehors de la vision de l'Américain. Euh, Et je pense que ça, ils vont être obligés de revenir en arrière. Et je pense qu'il y a plein de lois comme ça qui sont assez liberticides où ils vont être Mhm. obligés de revenir en arrière grâce aux BRICS. Enfin, à cause ou grâce. Moi, je suis plutôt partisan. Après, sur les faits, je pense que on nous dit que ça va être la fin du monde, la peste et le choléra. Je suis pas de cet avis-là. Par contre, je pense que ça aura un impact réel pour redessiner, comme tu dis, la carte du monde. Mhm. La carte économique au Et début. puis la concurrence, c'est pas si mal que ça finalement, parce que justement, on était sur un modèle unique, et là, on a deux pôles. Donc, il y aura l'embarras du choix. Mhm. Ouais, il va y avoir un temps, les deux pôles, mais c'est comme quand il y a le bloc soviétique et le bloc capitaliste. Mm. Ça a duré un temps, un des blocs s'est effondré et l'autre a gonflé, gonflé aujourd'hui. Le bloc occidental, il est tout sous son propre poids. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il a besoin justement de ce Il est coup de devenu pied aux trop fesses pour se opulent en fait. réindustrialiser. Il est devenu trop opulent et il est resté endormi sur sa position de leader mondial en fait. Ce qui a en fait indirectement freiné le développement vraiment de ces pays-là. Mhm. Et on ressent une forme de régression, Ouais. que ce soit sociale, que ce soit économique, que ce soit sur pas mal de choses. On Mhm. revient un peu en arrière par la force des choses. C'est une forme de fainéantisme qui a été instrumentalisée justement sous le poids de la grosseur du truc. Mhm. Donc voilà. Bon, on va bientôt clôturer sur ça.